Dans cette vidéo, on va poursuivre notre analyse des hypothèses du modèle de régression linéaire simple. On a vu dans la vidéo précédente comment déceler si un modèle de régression linéaire respecte la première hypothèse, à savoir l'espérance du terme d'erreur est nulle. Autrement dit, on a essayé de vérifier si le modèle s'adaptait à une régression linéaire simple ou non. Donc maintenant, on va voir le cas où la variance de l'erreur n'est pas constante, tout d'abord à travers le nuage de points, et ensuite par présenter le test statistique concernant cette hypothèse. Cas où la variance du terme d'erreur n'est pas constante, c'est-à-dire au niveau d'un échantillon de taille n, on a au moins deux variances qui sont différentes, ou i différent de j. C'est ce qu'on appelle, au cas où les variances n'est pas constante, c'était donc comment ça se présente au niveau graphique, cette violation de cette hypothèse. Supposons par exemple un nuage de points en forme de cône, x, y toujours, et on a un nuage de points en forme de cône, avec bien sûr une droite de régression, y chapeau, et puis on voit que le nuage de points s'insère à l'intérieur d'un cône, et donc on voit que les termes d'erreur, par exemple, ici, l'écart entre l'observation et celle qui est au niveau et celle estimée par la droite, l'écart va en s'élargissant à mesure que x augmente. D'accord? Donc, ici, par exemple, xi, et ici, par exemple, xj, et on voit que l'écart de l'erreur, l'écart, le résidu augmente. Et là, on voit que les écarts, c'est-à-dire les variances de termes d'erreur, estimées ici par la variance du résidu, n'est pas constante. Donc elle dépend elle est en fonction de la variable explicative. On peut également avoir une autre forme de cône. Voilà un cas opposé, c'est-à-dire le cas où les résidus tendent à diminuer avec l'augmentation de la variable explicative x. Et donc, ces deux cas, on peut avoir d'autres schémas, montrent que le résidu est lié à la valeur de la variable explicative. Et donc, ceci implique que la variance de l'erreur, estimée ici par la variance des résidus, n'est pas constante, quelle que soit la valeur de la variable explicative. Donc on voit que, par exemple, ce schéma diffère du modèle du schéma parfait qu'on a présenté au début, ici, à ce niveau. C'est ce schéma-là, avec les résidus. D'accord? D'ailleurs, si on fait le schéma des résidus pour cette forme de nuage qu'on a obtenu, on obtient qui sort un peu qui est différent du schéma parfait du nuage des résidus qu'on a vu au début, à ce niveau, ici. Ça, c'est la vérification, disons, graphique. À côté de cette vérification, disons, graphique de l'hypothèse de la constante de la variance, il existe un certain nombre de tests statistiques qui peuvent confirmer ou infirmer la violation de cette hypothèse. La puissance des logiciels aujourd'hui fait qu'il existe plusieurs tests. À notre niveau, je veux me limiter à présenter le test de Brush-Pagan brièvement. Pour les personnes intéressées, il existe au niveau de la documentation
plus d'explications concernant ce test. Donc, test statistique, où on pose H0, variance de l'erreur est constante, c'est-à-dire l'hypothèse qu'on appelle communément homoscédasticité contre l'hypothèse alternative que la variance n'est pas constante, qu'il existe au moins pour deux observations où l'erreur est différente. La variance epsilon i différente de epsilon j pour i différent de j. C'est le cas de l'hétéroscédasticité. On parle dans ce cas d'hétéroscédasticité. D'accord? Donc, on utilisera le test de Bruch-Pagan. Il utilise en fait une petite régression linéaire simple des résidus au carré par rapport à la variable explicative. Résidu au carré est égal à gamma 0 plus gamma 1 x1 xi plus un terme d'erreur. C'est une forme de régression simple, bien avec les hypothèses bien sûr de la régression linéaire simple. C'est-à-dire que le terme d'erreur est nul, etc. Ici le terme d'erreur c'est UI. Et on obtient ainsi, est-ce qu'il y a une relation entre le terme d'erreur au carré et la variable explicative? C'est tester l'hypothèse qui revient à dire que alpha 1 est nul. Pour cela, on procède de la même manière, c'est-à-dire qu'on utilise les résultats de la régression linéaire simple, soit on utilise le f de Fisher pour dire que, c'est-à-dire où la value est inférieure, par exemple, au risque de première espèce, alpha 0 ici 0,05, rejet de H0, c'est-à-dire effectivement, il y a une relation entre le terme d'erreur et la variable explicative, et donc que la variance du terme de l'erreur n'est pas constante, quelle que soit la variable explicative. Ou bien, deuxième cas, on prend le R2 du modèle, de ce modèle, du coefficient de détermination du modèle du risque d'erreur, et on calcule la statistique LM est égal à n, la taille de l'échantillon, fois le coefficient de détermination du modèle, et on comparé à la valeur du Qui2. On met 1 ici parce qu'on a une seule variable explicative pour le modèle, et avec alpha est égal à 0,05. Si n R2 est supérieur au Qui2 de la table, on rejette l'hypothèse d'homoscédasticité, c'est-à-dire que les variances ne sont pas constantes. Bien sûr, si on a l'inégalité inverse, on va accepter l'hypothèse de constante de la variance. Ça, c'est le test de Bruch-Pagan. Il existe également une version un peu plus développée qu'on appelle le test de White, et qui met en relation le résidu au carré, non pas à une régression linéaire, mais plutôt à une régression polynomiale. Maintenant, on va passer à la troisième hypothèse, à savoir l'hypothèse d'autocorrélation des erreurs. Donc, on passe au troisième cas, troisième hypothèse, troisièmement, cas où l'hypothèse de non-autocorrélation n'est pas respectée. Rappelons cette hypothèse, c'est-à-dire que la corrélation ou la covariance, corrélation des termes d'erreur EJ égale à 0, quel que soit I différent de J. Petite précision d'abord, n'est vérifiée que si les observations sont rangées par ordre croissant ou décroissant. Par exemple, c'est
l'exemple des séries chronologiques. C'est-à-dire il y a un classement selon le temps. Quelles sont les causes de l'autocorrélation? Causes de l'autocorrélation, de la présence de l'autocorrélation, c'est-à-dire que les erreurs sont autocorrélées entre eux. C'est-à-dire qu'il existe au moins, d'accord, dont la corrélation n'est pas nulle. Donc, les causes, c'est soit mauvaise spécification du modèle, comme on est dans le cas d'une régression linéaire simple, RLS, on a une seule variable explicative. Mais l'erreur du modèle, epsilon, englobe ou, exprimé autrement, comprend en cache, parce que ce n'est pas dévoilé, d'autres variables explicatives et qui peuvent, ces variables explicatives qui peuvent être corrélées à la variable explicative initiale, à la variable x, qui est présente dans notre modèle. D'accord? Alors, pour les conséquences, quand il y a une autocorrélation, c'est la même conséquence pour l'hypothèse d'homocédasticité, c'est-à-dire lorsque la variance n'est pas constante. Bien sûr, les paramètres qu'on a estimés, alpha et bêta, les paramètres alpha et bêta, ils sont sans biais. Mais la variance des erreurs, la variance des erreurs est biaisée. C'est-à-dire qu'elle n'est pas constante, car la covariance, on a dit que EIJ est différent de 0. Et donc, cela a pour conséquence que notamment sur l'intervalle de prédiction, donc l'intervalle de prédiction sera sous-estimé ou surestimé. De même, pour les intervalles de confiance pour les paramètres, ça a la même conséquence, c'est-à-dire du moment que la variance n'est pas constante. Alors, au niveau graphique, comment on peut également détecter la présence d'une autocorrélation des erreurs? Donc, pour détecter la présence d'autocorrélation, on a deux procédés qu'on peut trouver au niveau de la plupart des logiciels statistiques, soit l'approche graphique, c'est-à-dire par l'utilisation du nuage des résidus, ou bien l'approche test d'hypothèse, test statistique. Donc, d'abord, approche graphique. Au niveau des abscisses, la variable explicative x et les résidus. Bien sûr, avec la barre où le résidu est nul. Alors là, quand on a une autocorrélation, elle est soit de deux formes, la plupart du temps. Soit on parle d'autocorrélation négative, ou bien d'autocorrélation positive. Qu'est-ce qu'on entend par autocorrélation positive? Quand, bien sûr, les observations, n'oublions pas, elles sont rangées par ordre. Donc, supposons ici qu'on a un premier résidu qui est positif
positif, ce premier résidu va être suivi par un résidu négatif également, et ainsi de suite. On alterne le résidu négatif et le résidu positif. Pour bien comprendre ce graphique, je vous suggère d'aller vers les schémas où on a présenté la corrélation et où on a vu où les cas où la corrélation entre deux variables est positive ou négative pour comprendre un peu plus ce que je viens de présenter à ce niveau. Donc là, c'est le cas où la corrélation, l'autocorrélation, présence d'une autocorrélation. Donc voilà le cas d'une autocorrélation positive. Un résidu positif est suivi par un résidu positif est suivi par un autre résidu positif, etc. Donc, quand on est en présence de ces deux formes de schéma, il y a une autocorrélation. Mais la plupart du temps, le schéma ou bien le graphique ne nous aide pas tellement à affirmer qu'on est en présence ou non d'une autocorrélation. D'où l'intérêt de faire accompagner cette première vérification, disons, graphique par le biais d'un test statistique. Et comme je l'ai dit pour le test d'homostaticité, les logiciels aujourd'hui proposent une panoplie de tests à un autre niveau. On va se limiter à également présenter dans ce cas précis le test le plus utilisé, à savoir le test de Durbin-Watson. Donc, on va se limiter à la présentation très brève du test de Durbin-Watson. Je rappelle ici que je ne fais que résumer le contenu de ce test pour les personnes intéressées. Bon, je pense qu'il y a une documentation et également des vidéos au niveau du réseau Internet assez consistant qui explique plus profondément, plus en détail l'intérêt et l'utilité et les conditions également d'utilisation de ce test. Donc, l'idée de base, c'est qu'on va tester l'hypothèse nulle, ici, qui est la non-autocorrélation, contre l'hypothèse alternative d'une présence d'autocorrélation. L'idée de base, c'est que le test il repose sur un modèle de régression linéaire simple, c'est-à-dire qu'on va essayer d'étudier le résidu par rapport au résidu antérieur. D'accord ? Donc on pose le modèle simple de régression, erreur pour l'observation I est égal au coefficient de corrélation ρ, epsilon I-1 plus un terme d'erreur, avec la condition que le coefficient de corrélation qui est ici inconnu, puisque les aléas, les erreurs sont inconnus, non observables, on ne peut pas le connaître. Mais on pose la condition que le coefficient de corrélation est en valeur absolue inférieure à 1. Donc, comme je l'ai dit, les erreurs sont non observables, mais qu'on va estimer par le biais du résidu, comme on l'a fait pour les autres hypothèses. Conséquence à cette idée, c'est que on va tester l'hypothèse de non-autocorrélation des erreurs. Cette hypothèse revient à tester pour le modèle qu'on a des erreurs, le modèle de régression. Le paramètre du modèle, à savoir ici le coefficient de corrélation, est nul. Contre l'hypothèse alternative, le coefficient est différent de 0. C'est-à-dire qu'il y a une équivalence entre l'hypothèse de non-autocorrélation et l'hypothèse où le coefficient de corrélation du modèle considéré est nul. Donc la statistique du test, là on va utiliser la quantité utilisée par Durbin et Watson, à savoir la somme des carrés des écarts au carré entre les résidus successifs divisé par la somme des résidus au carré. De cette quantité, on peut montrer l'approximation suivante que dW, c'est-à-dire la statistique est égale à 2 fois 1 moins le coefficient de corrélation estimé. Avec le coefficient de corrélation estimé que je pose à ce niveau.
Donc l'interprétation, hein, de cette statistique, quand le coefficient de corrélation inconnu qui est proche de 1, cela veut dire que cela va entraîner que l'estimation de ce coefficient est également proche de 1 et cela va entraîner que la statistique sera proche de 0. Et donc, l'autocorrélation, on est en présence d'une autocorrélation des erreurs positives. Hein. Du moment que j'ai dit qu'il y a une équivalence entre les deux tests, le test de non-corrélation et le test concernant le coefficient de corrélation. Donc si pour une valeur de la statistique nulle, on est en présence d'une autocorrélation positive. S'il est proche de 0, donc en utilisant l'approximation, on voit que la statistique se rapproche de 2, et donc là, on peut conclure qu'il y a une absence d'autocorrélation. Et enfin, au cas opposé, si le coefficient de corrélation est négatif, c'est-à-dire il tend vers moins 1, la statistique tendra vers 4 et l'autocorrélation sera donc négative. En conclusion, on peut que la statistique de Durbin-Watson varie entre 0 et 4 si la statistique qu'on obtient par le calcul est proche de 2, c'est-à-dire est proche de 2, on conclut à une absence d'autocorrélation. Remarque, hein, les logiciels font ce calcul et ils donnent la valeur de, bien sûr, de la statistique de Durbin-Watson, mais accompagnée d'une plus-value, c'est-à-dire une probabilité critique. Cette probabilité critique est calculée par la méthode du bootstrapping. Si la p-value est inférieure au risque d'erreur de première espèce alpha, donc on va rejeter H0. Voilà un peu qui conclut cette deuxième vidéo. Dans la troisième et dernière vidéo concernant la vérification des hypothèses, qu'on va consacrer à l'hypothèse, à vérifier l'hypothèse de la normalité des erreurs. Sur ce, je vous dis à la prochaine et salut!